Bonsoir à tous. Je vous remercie d'être présents. Vous êtes inscrits à cet atelier autour de la mobilité. Donc on a le plaisir d'accueillir Lucia ce soir du CRIJ Nouvelle-Aquitaine, qui est un organisme qui est vraiment important dans tout ce qui est prise d'information et information globale, générale, au regard des aides à la mobilité et puis plus particulièrement aussi de l'emploi. Donc pour vous, c'est un interlocuteur qui est très important. Excusez-moi pour cet appel intempestif. Donc voilà, donc je vais laisser Lucia se présenter un petit peu plus et puis commencer la réunion. Merci Aude. Donc bonsoir à tous et à toutes. Moi c'est Lucia Cafaro, donc je m'occupe de la mobilité internationale européenne au CRIJ Nouvelle-Aquitaine et je gère un centre qui s'appelle le Centre Europe Direct Bordeaux-Gironde. La spécialité dans le domaine mobilité et Europe, ça va être en fait qu'au niveau du CRIJ, on peut vous donner toutes les pistes pour votre départ à l'étranger, que ce soit dans le cadre des études, des stages, de la recherche d'un emploi ou même d'un volontariat. Parfois, ça peut être quelque chose que vous n'imaginez pas tout de suite, mais que ça pourrait être utile dans votre projet d'avenir parce que là, tout de suite, vous avez besoin de trouver un stage, mais il n'y a pas que ça pour un départ à l'étranger. Plus en général, le CRIJ, c'est une structure qui permet aux jeunes d'avoir des informations de base sur plusieurs domaines. Donc, ça peut être la reprise des études, les loisirs, ça peut être même vous orienter dans tout ce qui est engagement civique et citoyen. Vous trouvez plein d'infos. Et c'est un lieu même où vous pouvez vous poser pour étudier. Si vous avez des projets à faire et vous cherchez un lieu tranquille où vous installer, ça pourrait être un lieu en fait que vous pouvez exploiter et c'est au centre-ville de Bordeaux. Donc là, on est aujourd'hui pour parler de stages à l'étranger parce que je sais que vous en avez à faire pendant votre scolarité. Et pour le faire, on fera un bon défilé de sites et de différents types de programmes que vous pouvez utiliser pour votre départ à l'étranger. Déjà, je ne sais pas si on peut le mettre sur l'écran. Moi, ajuster la largeur, je pense. Bon, on voit quand même. Donc, quand vous partez pour un stage, la notion de stage n'est pas la même dans tous les pays. C'est la première chose que vous allez voir, surtout quand il s'agit d'avoir une convention de stage. En France, ça va être quelque chose d'obligatoire pour laquelle même vous devez même justifier votre départ en stage auprès de votre établissement scolaire, mais ça ne va pas être le même cas si vous partez au Canada, si vous partez en Espagne, si vous partez à Malte. Pas tous les pays vous demandent d'avoir une convention de stage. Déjà, comment vous allez vous retrouver par rapport à tout ce qui est stage, recherche des pays ou par rapport à ce que vous intéresse, vous permet de retrouver un stage dans votre domaine. Il y a le premier site de référence qui va être le site d'Euroguidance. Dans la partie partir à l'étranger, vous avez la possibilité de sélectionner le départ pour des stages et Euroguidance vous permet d'avoir accès en fait à une guide qui est très complète sur tous les stages en Europe. Là, on parle vraiment que des stages au niveau européen parce qu'il s'agit d'un site qui est géré par la Commission européenne. On ne va pas au-delà de tout ce qui est Europe et des pays partenaires. Chose importante aussi, c'est de faire référence au site officiel de diplomatie.gouv.fr. Pourquoi? Il y aura une double valeur de ces sites-là, parce que si d'un côté, c'est là qu'on va pouvoir retrouver toutes les informations sur je pars à l'étranger, qu'est-ce qu'il faut que je fasse au niveau des démarches administratives. De l'autre côté, ça va être essentiel aussi, parce que c'est là
qu'on va trouver la fac sur les problèmes d'ouverture ou fermeture des frontières et sur la crise de Covid, parce qu'on sait que par rapport aux différents pays, et donc là on ne parle pas que des pays européens, il y aura des règles sanitaires à respecter et qu'il y aura par exemple des délais à respecter pour remplir des formulaires, qu'il y aura des démarches supplémentaires à faire. Ces démarches-là, parfois, on va même les retrouver pour les pays européens. Et c'est pour ça qu'un autre site de référence, toujours pour tout ce qui concerne les démarches à suivre pour se déplacer d'un pays à l'autre, que ce soit pour le cadre d'un stage ou même d'un voyage personnel, va être le site Reopen.eu. Est-ce que vous l'avez déjà utilisé ou pas? Ça c'est bon à savoir parce que même si vous vous projetez pour un voyage, vous pouvez simuler quel est votre trajet, donc au pays de départ et de destination. Ils vont vous mettre dans les détails quelles sont les procédures à suivre pour rentrer dans un pays. Cas concret, moi j'avais réservé un voyage en Belgique fin novembre. J'ai vu qu'à travers ce site-là, ils te disent qu'il faut remplir un formulaire spécifique pour les voyageurs qui viennent des pays européens. Ils t'indiquent quelles sont les conditions d'accès au pays. Donc le fait par exemple si le certificat, le pass sanitaire, ça suffit, ou s'il faut même faire un test PCR. Donc pour chaque pays, et là on reste vraiment que sur les pays européens, vous avez toutes les mesures qu'il faut adopter pour rentrer dans un pays. Là par exemple, pour l'Allemagne, déjà on voit si il s'agit d'une zone rouge, orange ou verte. Et donc par rapport aux différentes couleurs que les pays ont sur la carte, ça nous permet de savoir si c'est plus ou moins sûr de se déplacer dans ces pays-là. Et par rapport à la raison de votre voyage et le moyen de transport même que vous utilisez, vous avez toutes les démarches à suivre. Et on retrouvera la même mise en forme pour chaque pays. Donc c'est très intéressant de l'utiliser, surtout pendant cette période-là, parce que ça vous permet d'avoir un cadre complet et de compléter les infos qu'on retrouve sur le site Reopen.eu par tous les sites officiels des ambassades ou des consulats, selon le pays qui vous intéresse pour votre déplacement. Comme je vous disais, il n'y a pas la nécessité partout d'avoir une convention de stage. Mais qu'est-ce qu'il faut faire au cas où vous avez envie de partir pour un stage dans un pays qui n'a pas besoin de cette convention de stage, mais votre établissement scolaire vous la demande pour valider ce stage? Vous avez un site que c'est European Mobility, où par rapport au pays, vous avez la possibilité de choisir la mise en forme de votre convention de stage. Ce site-là, même chose, c'est un site reconnu au niveau européen. Donc, toutes les démarches que vous faites à partir de ce site vont être reconnues par votre établissement scolaire. Il ne devrait pas y avoir un blocage, et surtout, c'est très intéressant d'avoir toujours une convention de stage pour le fait que c'est là que vous allez indiquer, par exemple, les heures de travail que vous faites pendant votre stage, si vous êtes rémunéré ou pas, s'il y a des avantages même qu'ils vous donnent en termes de prise en charge des transports, prise en charge par exemple de l'hébergement aussi. Ce sont des choses que c'est mieux de les avoir sur un papier plutôt que de les faire rester que dans un échange informel par téléphone ou que par mail par exemple. Si jamais, pendant cette présentation, vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à prendre la parole. Autre site de référence pour tout ce qui est la recherche des stages, et là on est sur recherche plutôt au niveau international, donc on ne parle pas que des pays européens, c'est le site du Trésor, où vous avez en fait la possibilité d'envoyer des candidatures spontanées. Ça va être très simple, il y aura la possibilité de rechercher par mots-clés, et vous pouvez mettre stage par exemple du visuel, et il y aura tous les différents types d'offres qui vont s'afficher
affichés et qui vont vous permettre ensuite de prendre contact avec l'entreprise ou la structure qui va vous proposer cette offre de stage et ou d'emploi. Bon à savoir, même si vous voyez des offres d'emploi qui peuvent vous intéresser en termes d'activité, en termes de domaine, n'hésitez pas à envoyer des candidatures spontanées parce qu'il faudra juste mettre dans l'objet qu'il s'agit d'une candidature pour un stage et vous spécifier dans votre mise en forme du mail où vous vous présentez en fait que même si vous n'êtes pas à la recherche d'un emploi tout de suite, vous candidatez pour un stage. Il y a des réponses dans tous les cas. Les structures qui vont proposer ce type d'emploi vont prendre contact avec vous pour dire s'ils sont intéressés à avoir des stagiaires ou pas. Que ce soit une entreprise ou une structure associative, c'est toujours plus intéressant pour eux quand le stage n'est pas rémunéré. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc parfois, il faut toujours prendre en compte le fait que si on part dans le cadre d'un programme, ça va être plus simple parce qu'on aura une bourse derrière, on aura dans la plupart des cas une prise en charge de l'hébergement sur place et même de tout ce qui est le transport à l'international. Quand on fait les démarches, nous, en solo, toutes les dépenses qui vont dépendre de ces départs-là, c'est à nous de les prendre en charge. Et on n'aura pas toujours des bourses régionales ou autres. Toujours pour la recherche des stages, vous avez des sites qui peuvent vous aider et qui peuvent vous permettre de cibler en fait les différents types de stages par rapport au domaine qui vous intéresse. Déjà, vous avez la Chambre de commerce et d'industrie qui propose un annuaire des stages et même chose, il s'agit toujours d'envoyer des candidatures. Parfois, vous retrouvez même des offres d'emploi, donc ça va être candidature spontanée pour des stages, mais ça va être un des sites de référence. Sinon, on a même au niveau européen les pages jaunes qui permettent en fait de retrouver des stages et de faire un tri par rapport aux domaines qui peuvent vous intéresser. Dans ce cas-là, vu qu'il ne s'agit pas d'un site qui est géré par la Commission européenne, les recherches vont être un peu plus minutieuses, je dirais, de votre part, parce qu'il faut vraiment se rendre compte si l'offre de stage elle existe, si l'entreprise ou la structure qui vous propose le stage est sérieuse, parce qu'il n'y aura pas derrière quelqu'un qui va contrôler ces offres-là. Dans le même style des pages jaunes européennes, vous retrouvez les pages jaunes internationales. Et ça va être à travers les différents mots-clés que vous allez pouvoir identifier les stages qui vont pouvoir vous intéresser. Même chose, là on va retrouver des offres de stage et des offres d'emploi. Un autre site fiable sur lequel vous pouvez faire votre recherche, ça va être le site InternsGoPro, où en fait vous avez la possibilité de trouver des offres de stage toujours classées par les différents domaines. Et dans ce cas-là, même chose, il y aura un contrôle. Donc tous ceux qui vont mettre des offres auraient passé une sorte de test par rapport à la structure. S'il y a un suivi des stagiaires sur place, donc vous êtes quand même tutelé dans ce sens-là. Au niveau européen, il y aura aussi le site de Eurodesk, donc c'est le site officiel Eurodesk Opportunity Finder, où déjà vous avez la possibilité de chercher les études que vous pouvez faire à l'étranger, si vous avez envie de faire un volontariat à l'étranger, les stages et tout ce qui concerne même la participation dans des projets tels que par exemple les échanges des jeunes ou des séjours de plus courte durée que vous pouvez même intégrer à votre parcours scolaire. Dans tout ce qui est stage, c'est vrai qu'on retrouve pas mal de stages qui sont liés aux institutions européennes.
Mais il y aura surtout pendant la période de juin des stages, surtout ce qui concerne communication audiovisuelle, qui sont proposés à Bruxelles. Donc c'est un site qu'il faut vraiment regarder de façon très, bon, je dirais souvent, parce que les offres, elles sont mises à jour chaque semaine, et il y aura même la possibilité de s'inscrire à une newsletter qui va vous permettre de retrouver ces offres-là chaque fois qu'il y a une mise à jour et chaque fois qu'il y a une nouvelle campagne qui s'ouvre. Je termine avec ça et après je te laisse la parole. Un autre site, ça va être erasmusintern.org, où, même chose, vous avez la possibilité de retrouver toutes les offres de stage. Dans ce cas-là, même chose, ça va être un site certifié et auquel vous pouvez faire confiance, parce qu'en plus, les offres de stage, elles sont mises en ligne par le réseau des étudiants internationaux du réseau ESN. Donc, il s'agit vraiment d'une communauté qu'on retrouve dans tous les différents pays, qui va être capable, on va dire, de recenser les différentes offres de stage, de les mettre en ligne et après même de vous donner des pistes sur comment vous pouvez vous loger sur place, quelles sont les démarches à suivre au cas où il faut aller au-delà des pays européens, et donc pour tout ce qui concerne par exemple la demande des visas et des facilitations sur place que vous pouvez avoir. Avant de commencer sur tout ce qui est stage et bourse Erasmus, je laisse la parole à Marcia sur le Akimob. Merci. Alors bonjour à tous. J'ai pas l'habitude de parler dans un micro, c'est peut-être un peu... J'entends ma voix, ça me perturbe. Vous me connaissez peut-être pour la plupart d'entre vous, donc je suis Marcia, je travaille à 3IS Bordeaux, aux admissions, et je suis notamment référente Akimob avec Aude sur l'école de Bordeaux. Donc je vais vous présenter Akimob. C'est pas un site de référence, c'est plutôt un dispositif. Donc, alors, qu'est-ce qu'Akimob? Donc, ça a été créé en 2007. C'est un dispositif qui permet de piloter les aides financières pour la mobilité à l'international. Ça permet, donc ça a plusieurs objectifs, ça permet d'articuler les aides à la mobilité, donc de les rassembler, et de faire bénéficier le plus grand nombre d'étudiants à ces aides. Le dispositif Akimob est géré par plusieurs établissements qui ont signé une convention, et 3IS Bordeaux est membre depuis septembre 2021, donc très récemment. Et en fait, je vais vous présenter les avantages que ça peut vous apporter pour vos stages à l'étranger ou en Europe. En fait, pour les étudiants, ça permet de faire un guichet unique. En fait, vous présentez un dossier qui va vous ouvrir à plusieurs aides possibles, comme les aides pour la région Aquitaine, Erasmus et aussi l'Eurorégion. Donc au lieu de présenter plusieurs dossiers, vous en faites un seul. Et c'est nous, en tant qu'établissement, qui allons présenter votre dossier à plusieurs dispositifs d'aide en fonction de, voilà, des guichets qui sont ouverts pour vous, et en fonction de, voilà, ça peut dépendre de votre destination, ça dépend aussi de revenu fiscal, de votre foyer. Donc si vous faites vos déclarations tout seul, ça va vous ouvrir des aides forcément. Ou si dans votre famille vous avez des petits moyens, les aides de la région Nouvelle-Aquitaine pourront vous profiter pour vos stages à l'étranger. Ça permet aux financeurs, donc la région, Erasmus et autres, de ne pas gérer les dossiers. C'est l'école, l'établissement, donc avec Aude, on gère les dossiers et on récupère toutes vos pièces qu'on présente, comme je vous ai dit, aux commissions. Ensuite, pour faire simple, il existe un guide étudiant qui peut vous aider dans vos démarches. Donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Très rapidement. Voilà, donc ça ressemble à ça. Et en fait, si vous voulez, le guide va vous aider
up dans chacune de vos démarches, à préparer votre candidature, à déposer. Voilà, donc en fait, si vous voulez, vous allez avoir besoin d'un code étudiant qui sera votre INE, que vous avez sur votre CVEC ou sur votre relevé du bac. C'est votre numéro d'identité étudiant, en fait. Et vous allez avoir besoin d'un code étudiant, n'importe quoi, d'un code établissement, qui est donc 3IS33, tout simplement, pour déposer votre dossier. En fait, quand vous allez déposer votre dossier, on va vous demander plusieurs pièces. Il va falloir que votre dossier soit complet, que vous ayez une convention signée, ou au moins des dates, que vous ayez une lettre de motivation, tout ce genre d'éléments. Et une fois que vous allez avoir un dossier complet, vous allez le valider, et il va atterrir entre les mains de Aude et moi-même, et on va pouvoir regarder votre éligibilité, et voir à quelle commission on peut présenter votre dossier. Donc on va pouvoir vous guider, c'est-à-dire que même si vous n'êtes pas sûr de pouvoir avoir ces aides, on pourra regarder ensemble, avant de présenter votre dossier aux commissions. Oui. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord qu'on ait trouvé l'entreprise sans être sûr d'avoir une aide financière derrière. Il faut au moins avoir les dates de stage. En fait, il y a là deux possibles. Enfin, avant de présenter le dossier à la commission, il va falloir avoir la convention signée. Mais par contre, en amont, vous pouvez faire votre dossier, mettre vos dates, la structure, et on pourra regarder si effectivement il y a des aides disponibles pour vous. Je ne sais pas si c'était clair. Oui, ça veut dire que si la convention est signée et qu'elle n'a pas d'aide, il faut quand même qu'on passe le stage. Non, tu vas pouvoir déposer ta demande avant d'avoir ta convention signée. Mais il va falloir avoir les dates de stage et le nom de l'entreprise. Parce qu'en fait, si tu veux, les pièces, tu vas pouvoir la convention, tu vas pouvoir la porter après. Pour la commission, il va falloir qu'on ait la convention signée. Mais avant que ça passe à la commission, ça ne faut que nous, on valide le dossier. Alors, je laisse Aude répondre, peut-être qu'elle a mieux compris que moi. Oui, alors effectivement, il faut quand même que vous ayez en tête que l'aide, elle va dépendre de votre revenu fiscal. Donc si vous êtes en revenu fiscal encore rattaché à vos parents, et que leurs revenus sont très élevés, vous avez peu de chances d'avoir des aides pour pouvoir vous soutenir, en tout cas soutenir votre projet. Donc il faut bien avoir en tête qu'à partir du moment où vous entamez des démarches, il faut quand même que vous ayez un minimum de budget pour pouvoir subvenir à ce projet-là. Après, l'aide, elle sera là pour vous soutenir si jamais vous y avez accès, mais dans tous les cas, effectivement, il faut que vous ayez trouvé un stage avant de pouvoir lancer des démarches, même si ce stage-là, il n'a pas encore été officialisé à travers une convention. Mais pour lancer cette démarche à Kimob, il faut déjà que vous ayez la certitude d'avoir un stage de telle date à telle date dans telle entreprise. Il y a plusieurs questions. Allez-y, je vous écoute. Moi, juste une question. Qu'est-ce qu'il vous faut comme document pour prouver nos revenus, machin Le revenu fiscal de référence, il apparaît sur votre fiche d'imposition. Donc soit vous êtes encore attaché au foyer de votre parent. C'est l'impôt de nos parents, en fait. Simplement. C'est la fiche d'impôt de vos parents, effectivement. Il vous faut que ça comme document. Non, il ne faut pas que ça. Donc là, ce que je vous invite à faire, on vous présente un petit peu succinctement le dispositif Akimob, mais vous retrouvez le document dans le Teams Relations Entreprises Stage, vous savez, dans le canal Mobilité. Je vous ai mis le guide étudiant. Donc vous allez avoir tous les éléments qu'il va falloir apporter. Il y a plusieurs pièces, en fait. Il faut ça pour prouver votre revenu fiscal. Il faut la convention, mais ça peut arriver juste avant qu'on valide pour envoyer à la commission. Il faut une lettre de motivation, votre certificat de scolarité, mais toutes les pièces sont indiquées en fait sur le site Akimob et sur le guide. Moi je parlais côté fiscal. Au niveau fiscal, c'est seulement l'avis d'imposition. Ça roule. Oui. Alors en fait, si tu veux, tu as la plateforme, donc le site Akimob. Le site Akimob, tu vas pouvoir créer ton espace. Et vous pouvez présenter d'ailleurs plusieurs projets, plusieurs dossiers de demande d'aide en fonction de vos années de scolarité. Vous avez 3 ans. Sur les 3 années, vous pouvez chaque année présenter un dossier différent pour partir à l'étranger. En fait, si vous voulez, la commission, elle arrive en dernier. Et là, effectivement, il faut que votre dossier soit complet. Vous, quand vous allez faire votre dossier, vous allez apporter les éléments comme votre revenu fiscal, vos dates de stage et autres éléments. Et si vous le validez, nous, on peut voir quelles sont les aides qui se débloquent pour vous. Et vous dire si oui ou non vous êtes éligible ou pas.
Si ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas obligé de signer de convention de stage avec cette entreprise si c'est trop onéreux pour vous de partir à l'étranger. Si c'est possible et qu'il y a une aide qui se débloque, vous signez la convention, vous nous donnez tous les documents et on envoie à la commission. Je ne sais pas si c'était clair. Ok. Donc, ah pardon, oui. Pas de souci. J'avais juste une question au niveau de l'année en général et de cette aide également. Est-ce qu'on est obligé de passer par une entreprise pour soit valider l'année ou tout simplement avoir accès à ces aides? Si jamais on a des projets et qu'on monte un dossier de production nous-mêmes et qu'on développe nous-mêmes une idée sans passer par une entreprise, est-ce qu'on peut quand même avoir notre année et peut-être espérer avoir une aide telle que Akimob? Alors, Akimob, elle est là pour le statut d'étudiant, pour accompagner les étudiants. Ouais. Donc ça va être soit pour les stages, soit pour aller suivre des cours à l'étranger. C'est pour le stage, en gros, avoir en tant que stage à la Il faut, en fait, si tu veux, il y a besoin d'un document qui prouve que tu es accueilli dans une structure. Alors après, ça peut être une structure associative, mais... Tu voulais intervenir ? Tu es en quelle année ? Deuxième année. Ok. Donc, ouais, effectivement, le stage, tu peux pas inventer ton stage, inventer ton projet. Voilà. Par contre, tu peux, si tu le souhaites, monter une structure, intégrer une structure associative, etc. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait une structure administrative qui soit derrière. Si on a une micro-entreprise, est-ce qu'on peut se prendre en stage nous-mêmes ? Ça va être compliqué. Tu peux, si par contre tu travailles, tu établis des contrats de prestation de services pour lesquels tu détailles vraiment les missions, la durée des missions, quel type d'opération tu effectues pour un client. Là, effectivement, si tu nous envoies ces contrats de prestation et que tu nous envoies tes déclarations d'activité URSSAF, ça peut être pris en compte. Parce que je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé d'effectuer des stages. Vous pouvez très bien avoir des emplois et nous envoyer vos bulletins de salaire ou vos contrats. Mais en tout cas, nous, il faut qu'on ait une preuve, si tu veux, de ce que tu as effectué. Oui. Du coup, ça veut dire que, imaginons que notre employeur chez qui on a trouvé potentiellement un stage, mais qui n'a pas le statut d'entrepreneur et seulement d'artiste, on peut quand même effectuer notre stage chez lui ou pas? Oui, ça nous arrive pour les AJV notamment, qui font des stages chez des auteurs, chez des illustrateurs, etc. L'important, c'est juste qu'il ait une structure derrière. Donc en fait, il faut qu'il prouve, faut prouver son statut. De toute façon, il faut que vous ayez une convention de stage. Donc c'est pour ça que je te disais, tu peux pas faire une convention avec toi-même. Mais par contre, oui, tu peux faire une convention avec un artiste, etc. L'important, c'est qu'il ait un numéro SIRET ou un numéro d'activité. Mais comme il n'est pas en entreprise, je crois qu'il n'y a pas de numéro SIRET ou je sais pas quoi, il y a un truc... Normalement, il a un numéro d'auteur, en tout cas, il a un statut, c'est obligatoire. Rapidement sur Akimob, puisqu'il y a plein d'autres sujets. On vous l'a présenté rapidement là. Si vous avez des questions, si vous avez besoin d'en savoir un peu plus, donc comme vous a dit Aude, vous avez le guide sur le Teams Relations entreprises stage alternance, et n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà, on est toutes les deux, on pourra vous aider si on ne sait pas les réponses. On pourra se tourner vers les autres établissements partenaires de ce dispositif pour répondre à vos questions. Ah oui, pardon, vas-y. Au niveau de l'aide financière, du coup, elle varie en fonction de votre statut financier? Effectivement, vous êtes plus ou moins éligible. Alors, je vais vous donner un exemple très pratique sur le dossier pour l'instant qu'on a accompagné via Akimob. Comme ça va vous donner une idée plus précise de la réalité des choses. On a un étudiant qui est parti réaliser un stage dans un studio à Los Angeles. D'accord ? Il avait prévu le budget pour partir, etc. Pour autant, il aurait bien aimé aussi avoir une bourse pour pouvoir subvenir à ses besoins là-bas et pour pouvoir l'épauler dans son projet tout simplement. Donc, il a ouvert un dossier Akimob qui a été étudié par le responsable de la plateforme, et quand il a fait parvenir le revenu fiscal de référence, ses parents avaient un revenu de plus de 10 000 € par mois. Donc bien évidemment, il n'était pas éligible à aucune aide, parce qu'il avait de hauts revenus. Du coup, nous, on n'a pas pu valider son dossier, et ça ne servait à rien qu'on le pousse jusqu'en commission. Voilà, ça répond à ta question ? C'est que ça dépend. Forcément, tu vas avoir des aides qui vont être plus ou moins importantes selon les revenus que tu vas déclarer. En fait, chaque aide est différente. Chaque aide a son propre dispositif qui est assez différent. Erasmus, par exemple,
qui est une aide européenne, va donner, en fonction de tes revenus à toi, une aide différente. Un étudiant boursier, par exemple, va toucher plus qu'un étudiant non boursier. La Nouvelle-Aquitaine, c'est un petit peu différent aussi. Chaque dispositif a son fonctionnement qui est propre. Alors, là, je vais laisser Lucia vous parler de tout ça, puisqu'elle va approfondir un peu plus la question de l'Erasmus, qui est un petit peu particulière, et vous parler également de l'Angleterre et du dispositif Erasmus. Alors effectivement, Lucia sera beaucoup plus calée que nous pour pouvoir vraiment parler des aides et de leur fonctionnement administratif, éligibilité, etc. Ce que je vous propose, avant que Lucia reprenne la parole, c'est que je vous partage le témoignage d'un étudiant. Donc, je vais appeler Romain via Teams, qui a fait son stage de seconde année au Canada. Comme ça, il va déjà vous exposer un petit peu l'expérience qu'il a vécue. Vous allez pouvoir lui poser des questions, enfin, en tout cas me les transmettre, et puis on échangera avec lui. Et ensuite, Lucia reprendra la parole de manière à vraiment répondre plus précisément à vos questions d'un point de vue aide, administratif, etc. Verdaguer Romain est actuellement indisponible. Laissez un message après la tonalité. Verdaguer Romain est actuellement indisponible. Donc, je répondis sur la question des aides pour le Royaume-Uni. Suite au Brexit, le Royaume-Uni est sorti du programme Erasmus. On n'a plus possibilité de faire des Erasmus en Angleterre car ils ne bénéficient pas des bourses. Il faut considérer que chaque fois que vous allez au Royaume-Uni, il y aura toute la démarche de visa aussi à faire pour pouvoir entrer, que ce soit pour un voyage de plaisir, que ce soit pour un emploi, que ce soit pour un stage. Comme pour tous les autres visas, ça va être plus simple si le visa vous le demandez pour une période plus longue plutôt que si vous le demandez pour une période toute courte. Par contre, en 2022, normalement, il devrait y avoir un nouveau programme qui va être lancé, qui va permettre de partir toujours au Royaume-Uni dans le même cadre d'Erasmus. Et donc, ça permettra quand même de partir pour des stages, pour de l'emploi et pour du volontariat à travers une sorte de soutien qui est donné comme pour tous ceux qui partent dans le cadre Erasmus. Donc, vous auriez tout ce qui est le voyage qui va être pris en charge, des cours de langue pris en charge, le fait de n'avoir pas vous-même les démarches administratives à faire. Il s'agit d'un accord qui doit être finalisé en fait, mais c'est quelque chose à laquelle les pays européens ont déjà pensé depuis l'année dernière. Mais là, pour l'ensemble, toutes les opportunités de stage qui rentraient dans le cadre Erasmus n'existent plus du tout pour tout ce qui est Royaume-Uni. C'est bon de faire référence quand même au site officiel du Brexit parce que c'est là que vous auriez toutes les infos même sur quelles sont les démarches à suivre pour faire votre demande de visa.
Parfois, ils vont même vous renvoyer vers le site du consulat. Mais par expérience d'autres jeunes qui voulaient partir en Angleterre, en fait, la consule n'est pas toujours disponible pour répondre. Donc, vous aurez du mal à la joindre. Le mieux, c'est que vous vous présentez sur place au consulat, que vous expliquez quelle est votre situation et quelle est la raison, en fait, pour laquelle vous avez envie de prendre un rendez-vous avec la consule. Et c'est à ce moment-là, en fait, que vous aurez la possibilité de la rencontrer avec beaucoup plus de facilité. Si après votre question est très pointue, que votre départ est imminent aussi et que vous n'arrivez pas à la voir, vous pouvez me solliciter pour que je puisse la contacter, car on a des réunions très souvent et donc ça peut être une deuxième piste pour avoir des réponses de façon un peu plus rapide. On va passer au dispositif en fait qui rentre dans le programme Erasmus+. Vous avez toujours entendu parler de Erasmus, que Erasmus, mais il faut savoir que ça existe Erasmus+. Quelle est la différence? Erasmus+, a englobé tous les dispositifs éducation et formation et tout ce qui concerne jeunesse et sport. Donc, vous avez la possibilité de partir pour des stages dans des pays européens et dans des pays partenaires de l'Union européenne avec des bourses. Même chose, les bourses qui vous sont octroyées vont être faites sur la base de vos revenus. Il y aura un calcul qui sera fait chaque fois que vous déposez un dossier Erasmus, mais dans la plupart des cas, au moins, il vous donne un minimum. Vu qu'il s'agit que d'une bourse, il faudra toujours prévoir d'avoir un budget de côté parce que vous n'allez pas pouvoir vivre qu'avec la bourse que les agences vous donnent pendant toute la période de stage que vous faites à l'étranger. Le premier type de stage, ça va être le stage Erasmus+, enseignement supérieur. Pour compléter toute la partie des aides. Si vous avez de l'aide Erasmus, vous ne pouvez pas le cumuler avec l'aide de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, il faudra voir entre l'aide de la région Nouvelle-Aquitaine et l'aide Erasmus, lequel est le mieux pour vous. Et parfois, c'est mieux de faire référence à l'aide de la région Nouvelle-Aquitaine, car il y a beaucoup plus de bourses et moins de demandes. Car c'est pas très connu en fait et il vous donne beaucoup plus d'opportunités de départ pour des stages et parfois même la région Nouvelle-Aquitaine peut vous mettre en contact avec des entreprises dans les pays que vous souhaitez pour votre stage. Bonsoir Romain. Bonsoir, bonsoir. Désolée, ça a bugué. Pas de soucis, pas de problème. Écoute, merci en tout cas pour le temps que tu nous accordes. Je vais enlever ma caméra, ça me perturbe. Donc ouais, désolée, merci pour le temps que tu nous accordes et pour le témoignage que tu vas nous apporter. Juste pour informer les étudiants, donc tu es un étudiant qui a terminé sa spécialisation production l'an dernier. C'est ça, et exactement. Tu as réalisé ton stage de seconde année au Canada, à Montréal plus précisément. Exactement. Voilà. Du coup, je me permets de te poser quelques petites questions et puis après je verrai si les étudiants qui sont présents auront également des questions à te poser. Pas de souci. Qu'est-ce qui t'a encouragé déjà à t'expatrier pour réaliser ton stage? La motivation de tout jeune qui a envie de découvrir autre chose, c'est de partir à la découverte et un peu dans l'inconnu et voir ce qui se fait en dehors de la France. Voilà, on sait qu'au niveau du cinéma, de l'audiovisuel, on connaît ce qui se fait à peu près en France, mais sur d'autres continents, c'est complètement différent. Donc j'avais cette envie de partir. J'y suis allé aussi pour préciser avec Grégoire, aussi un ancien étudiant à 3IS, Grégoire Delsalle, et on est allés tous les deux. On avait vraiment toute envie de découvrir autre chose. Et voilà, tout simplement. Ok. Il était en production aussi, Grégoire? Non, Grégoire était en section montage. D'accord. Vous avez été dans la même entreprise ou pas? Ah oui, exactement. Chez Production Chaumont. Ok, d'accord. Et pourquoi Montréal?
Alors, à vrai dire, quand on a commencé les recherches, on a cherché un peu partout dans le monde. Et on a fait une demande au Québec, parce qu'on avait vu qu'une entreprise se démarquait un peu là-bas. Et on a fait une demande et on a été reçu direct pour un entretien. Je vous avoue qu'il y a une grosse partie de chance aussi. On avait essayé en Asie aussi, au Royaume-Uni, on avait essayé partout, on n'avait eu aucune réponse. Et c'est vrai que l'avantage du Québec, enfin du Canada, mais on va dire la région du Québec, ben, c'est qu'ils parlent français. Donc il y a cette barrière de la langue qu'il n'y a pas justement. Donc ça c'est plutôt cool au niveau des démarches. Et donc voilà, on a eu de suite le contact, première réunion avec Pascal Chaumont, de production Chaumont, et tout s'est fait naturellement après. Voilà. D'accord. Et toi justement, c'était pas une ambition que tu avais de travailler l'aspect linguistique quand tu partais en stage à l'étranger? Alors si, de base oui, de base c'était vraiment pour ça. Mais c'est vrai que quand on te propose d'aller faire un stage au Canada, bon, même s'il n'y a pas la langue, même si t'apprends pas la langue, pardon, ben, tu y vas quand même, parce que tu sais que l'opportunité, elle va te passer sous le nez, donc voilà, j'ai foncé. Oui, bien sûr. Et ça t'a apporté quoi justement cette expérience par rapport à un stage que tu aurais pu effectuer en France? Pas mal de choses. Déjà, savoir se débrouiller tout seul dans quelque chose qu'on connaît pas, être un peu plus autonome, repousser ses limites aussi, parce qu'au Québec, on travaille pas comme en France. On faisait des semaines sans blaguer à 100 heures de travail, donc voilà, on compte pas les heures. C'est une passion là-bas. Les Québécois, enfin Canadiens, sont très bosseurs. Donc on est vu un peu comme les feignants hein, quand on arrive là-bas, les Français. Donc voilà, faut faire ses preuves. Et ensuite, je suis revenu avec un peu plus de maturité. Je savais pas comment me servir d'une caméra ni de la lumière en arrivant là-bas. Et quand je suis reparti, je savais tout faire parce que même si tu es en production, on te fait tout faire. Tu touches à tout. Donc ça c'est cool. On te met pas dans une case. Tu travailles sur tous les domaines. Donc ça c'est sympa. Et voilà. Et au niveau de l'aspect culture d'entreprise, relationnel, là tu parlais voilà, de l'aspect quantité de boulot, etc. Est-ce que pour autant tu as senti que même s'ils bossent énormément, ils sont peut-être un peu moins dans une attitude formelle qu'on peut avoir dans l'entreprise en France? Est-ce que tu as été récompensé aussi pour les heures sup que tu as fait voilà, tous ces éléments-là? Clairement, au bout d'un mois, c'était même plus un patron pour nous, enfin des patrons, c'était des amis, et ça allait encore maintenant, on passe pas une semaine sans se donner des nouvelles, donc c'est complètement différent. Les Québécois, ils ont aussi pour réputation d'être très gentils. C'était assez bluffant au début, les gens sont tellement gentils et on comptait pas les heures parce que c'était naturel en fait. On aimait ça, on aimait être avec eux et travailler avec différentes personnes du Canada et voilà, ils n'ont pas les meilleurs techniciens du Canada pour rien. Donc voilà, après les heures sup, on s'en fout. on comptait pas les heures, c'était avec plaisir comme j'ai dit. Et voilà, pour dire, ça s'est tellement bien passé que même derrière, il y a eu une possibilité de retourner là-bas en stage. Donc voilà, si on travaille, tout se passe bien et ça peut amener à d'autres ouvertures. Okay. Voilà. Et au niveau pratique et organisation de ton expatriation, si je peux dire ça comme ça, comment tu t'y es pris? Quelles ont été les étapes en termes de visa, avion, logement, santé, météo même, parce que je ne sais pas en quelle saison tu y es allé? Alors clairement c'est un gros bordel. Le Canada, comme pour aussi l'Australie, et d'autres pays, je suppose, c'est très compliqué d'y aller. Pour expliquer du début, faut s'inscrire d'abord sur le site du gouvernement canadien, donc c'est canada.ca, et en gros il faut faire une demande de travailleur, donc travailleur stage coop, et quand tu arrives là-dedans, tu rentres dans un bassin. Donc dans ce bassin, tu vas inscrire ton nom, prénom, enfin ce que tu veux faire au Canada, et de là, c'est un peu un tirage au sort. Donc ce tirage au sort, c'est en fonction des demandes. Par an, je crois que le Canada reçoit 4000 Français en tant que stagiaire. Donc si tu es dans une période où les 4000 places ont été prises, malheureusement, il faut attendre la saison suivante. Et si tu es en début de saison, tu as la chance de rentrer dans ce bassin. Et ensuite, si tu es tiré au sort,
c'est un peu casse-tête, ça dépend combien de temps on part. Si on part moins de 6 mois, il n'y a pas trop de paperasse, sauf un déplacement à Paris où il faut prendre les données biométriques et faire quelques papiers. Et par contre, ensuite, je sais que partir plus de 6 mois, il y a d'autres contraintes. Au niveau de l'assurance maladie, il faut faire des tests, faut faire pas mal de trucs, prendre des assurances un peu plus conséquentes. On avait pris quelque chose d'assez simple, parce qu'on partait que 2 mois. Mais voilà, et au niveau météo, nous on est parti l'été. Donc l'été, c'est comme ici, il fait très chaud, il y a des moustiques de partout. Enfin, c'est un peu, bon, c'est un peu comme ici. Par contre, l'hiver, ouais, c'est complètement différent, c'est du moins 40 degrés. Donc nous, on l'a pas vécu. On devait le vivre de base parce que notre stage était prévu en janvier-février, mais justement à cause de ce bassin et de ce tirage au sort, on s'est fait un peu avoir. Donc En fait, vous m'entendez? Désolé, j'ai eu une coupure. Non, je t'entends parfaitement. Ok, nickel, désolé, j'ai eu une coupure au niveau de mon ordi. Y a pas de souci. Donc voilà, les démarches sont assez longues. Tout ça pour résumer, les démarches sont assez longues. Faut bien se renseigner surtout. Oui. Parce que tu devais partir en janvier-février, donc en fait, t'as pas fait ton stage à cette période-là et tu l'as décalé en été, c'est ça? Exactement, j'ai fait un avenant du coup avec l'école. Je l'ai décalé parce que on ne pouvait pas partir. Enfin que Grégoire a été tiré au sort et moi non, donc c'était quand même con de partir lui tout seul. On voulait partir ensemble, donc voilà. D'accord. Et en termes de logement, etc., tu as fait comment? Est-ce que tu es allé sur des sites? Est-ce que c'est l'entreprise qui t'a conseillé une coloc, un appartement? Comment tu t'y es pris? Là-bas, ce que j'ai fait, je suis allé sur Airbnb, j'ai tenté ma chance juste en demandant si c'était possible et j'ai négocié du coup avec une femme qui était là-bas pour nous héberger pendant 2 mois et elle nous a fait payer un logement un peu moins cher. En contrepartie, il fallait l'aider à la ferme. Donc c'est tout bête, mais ça fonctionne comme ça au Québec aussi. C'est que les gens sont humains, j'ai envie de dire, et ils peuvent baisser les prix si tu les aides humainement. Donc nous, on nourrissait les poules, les chevaux, donc c'était assez marrant, c'était une autre expérience aussi. Donc ouais, le Airbnb, après les groupes Facebook, ça marche énormément. Il y a un site, c'est un peu le Bon Coin du Québec, il y a énormément d'annonces. Je sais qu'après les logements sont assez chers là-bas, mais voilà, faut négocier, faut pas hésiter à voir avec le propriétaire de la maison, de l'appartement, n'importe. Voilà, là-bas, tout simplement. Okay. Et tu as commencé quand tes démarches avant ton départ, du coup, avec ce décalage? On est parti au mois de juillet, j'ai commencé en janvier. Okay. Donc voilà, on était quand même assez, pas large je dirais, mais on était dans les temps. Voilà. Faut bien penser à faire le passeport quand même avant, parce que je me suis fait aussi avoir sur ça. Okay. C'est que j'avais pas le passeport de fait, et le passeport ça prend 2 mois. Donc déjà, on était en retard sur les démarches, parce que pour partir sur la 2e étape du bassin canadien, il faut avoir le numéro de passeport. Si t'as pas de passeport, t'es bloqué. Donc voilà. Ok. En gros. Et tu as bénéficié d'aide financière ou pas? Alors, ça c'est marrant parce que je l'ai su juste après mon voyage qu'on avait droit à plein d'aides, donc on était un peu dégoûtés. Faut aller chercher, faut aller fouiller partout, faut aller voir au niveau des aides régionales, faut regarder partout, faut fouiller parce que je sais qu'il y a un organe, je sais plus quel c'est. Bref, il y a des aides de région qui payent le billet ou qui payent une partie peut-être du logement, ou qui donnent un peu d'argent, donc faut voir, faut chercher un peu partout. Toi, t'en as pas bénéficié. Du coup, sans indiscrétion, tu as eu besoin d'une enveloppe de combien pour ces 2 mois de stage, pour tes billets d'avion, ton logement, vivre sur place? En tout, entre 3 000 € je dirais. L'avantage qu'on a aussi au Canada, c'est que le dollar canadien est plus faible que l'euro, donc du coup on gagne un petit peu. Mais voilà, il faut quand même une belle enveloppe pour partir tranquillement, parce que faut prendre l'assurance, faut prendre, il y a la nourriture aussi qui est un peu plus chère, c'est un peu différent, enfin oui, c'est complètement différent même. Donc voilà, 3 000 € à peu près, je dirais. Tes billets d'avion inclus, aller-retour? Ouais, billets d'avion inclus, exactement. Ok. Et quel conseil tu donnerais aux étudiants qui veulent réaliser un stage à l'étranger, que ce soit au Québec ou ailleurs? Déjà, je dirais de bien attendre d'avoir son
accorde son visa avant d'entamer les démarches, tout ce qui est avion, logement, même si on peut quand même regarder. Mais parce que nous, justement, on avait commencé à regarder les avions, hébergement, mais on n'avait pas le visa et on s'est fait avoir. Donc, tu réserves des choses, tu payes en avance et au final, tu te fais avoir. Et ensuite, si tu vas en hiver, ne rien acheter en France, les habits chauds ni rien. Faut juste tout acheter là-bas parce que ils ont tous les vêtements faits pour la saison d'hiver là-bas. Et ensuite, qu'est-ce que je pourrais donner? Faut pas compter les heures, quoi. Faut pas compter les heures parce qu'ils sont vraiment bosseurs là-bas et faut être assez ouvert d'esprit aussi. Et il faut aimer la paperasse parce qu'il y a beaucoup de paperasse quand même. D'accord. Je leur demande un petit peu s'ils ont des questions. Est-ce que vous avez des questions que vous aimeriez poser à Romain? Non, c'est ok? Oui. T'as pas fait de démarche pour avoir le PVT? Mais si, je pense, mais c'est à travers le bassin coupe, c'est ça? Stage coop, ouais. Donc PVT, c'est encore autre chose. Le PVT, c'est pour, il me semble, si je dis pas de bêtises, après je peux me tromper, mais pour y rester plus longtemps. Le stage coop, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne bénéficie qu'une fois dans sa vie, parce que je ne le savais pas. J'ai voulu faire une autre demande, j'ai pas pu. Donc stage coop, ça permet à une entreprise de te prendre plus facilement. Au niveau administratif, c'est plus facile. Par contre, ce que j'ai oublié de dire et qui est assez important, c'est que le stage coop, les démarches sont pas gratuites, elles sont payantes. L'entreprise paye une part. Je crois que c'est 1 000 $ canadiens par peut-être moins de 1 000 $ quand même. Mais c'est payant pour l'entreprise et pour nous. Parce que l'entreprise paye pour que l'on vienne. Voilà, c'est la démarche comme ça. Oui, ils sponsorisent en fait, c'est ça? Pardon? Ils sponsorisent en fait. Ouais, c'est ça. Clairement, c'est ça. Donc, moi, je conseillerais de faire un stage coop parce que PVT, en fait, il y a beaucoup plus de demandes et moins de places. Donc, au niveau du tirage au sort, il y a moins de chance. Voilà. Et c'est pour y rester plus longtemps. Ok. Alors, attends, on a une autre question. Ouais. Est-ce que ça lui a ouvert des opportunités au Canada, ce stage? Est-ce que ça t'a ouvert des opportunités au Canada, ce stage, ultérieurement, en fait? Clairement, ça m'a ouvert l'opportunité de travailler avec eux. Donc ils m'ont proposé très gentiment si je voulais revenir travailler avec eux. Donc j'ai refusé. Bon, ça c'est moi qui ai voulu, mais c'est-à-dire que tout le monde se connaît aussi un peu là-bas. Donc oui, ça ouvre facilement des portes. Je travaille avec des gens qui ont travaillé sur les X-Men, sur des grands films. Donc ça c'est l'avantage. Donc oui, ça ouvre clairement des opportunités. Le plus compliqué, c'est d'avoir le premier contact et d'avoir la première entreprise. Après, si tu travailles bien, il n'y a pas de souci pour derrière, même avoir plus qu'un autre stage, mais même avoir une embauche derrière. Voilà. Oui, très bien. Qu'est-ce qu'il a envoyé comme papier pour faire ces demandes aux entreprises? Tu as envoyé quoi comme document de candidature aux entreprises? Simplement un mail, lettre de motivation et un CV. Non, même pas lettre de motivation, je crois que j'avais même envoyé un CV simplement. Et voilà, après Pascal, il était assez ouvert d'esprit, il passe vachement par le contact vidéo, il veut voir la personne. Et voilà, c'était simple, les démarches assez simples. J'ai pas fait de gros trucs. C'est surtout en fait la réunion Zoom après, le rendez-vous que tu as eu avec eux qui a conclu. Ah, c'est ça qui a tout fait. C'est ça qui a tout fait. Le CV, donc oui, effectivement, ça fait pas mal de choses, mais ils sont plus dans l'aspect de voir la personne et de voir comment elle est motivée en vidéo et voilà, ça a tout fait. Et en plus, les Québécois laissent vraiment l'opportunité aux jeunes de se lancer et ils ont confiance aux jeunes. Donc ça c'est cool aussi. Ok. Alors attends, on a une autre question. Dans la démarche, il a d'abord demandé son visa au Canada avant son stage ou d'abord le stage et après le visa? Alors, je pense connaître la réponse, mais je vais quand même te poser la question. Tu as d'abord demandé ton visa avant d'avoir trouvé ton stage avec les productions Chaumont ou tu as d'abord trouvé production Chaumont avant de demander ton visa? J'ai demandé production Chaumont. Il faut trouver l'entreprise avant de commencer les démarches parce que sinon, tout simplement, au bout d'un moment, tu es bloqué comme pour le passeport. On te demande ta convention de stage signée. Donc voilà, il faut avoir l'entreprise avant de faire les démarches.
Oui, je dirais que c'est la première étape, même de toute manière, parce qu'en plus, toi, tu t'étais lancé sur plusieurs continents, même, dans tes recherches. Donc, c'était important que tu puisses te géolocaliser avant d'entamer des démarches administratives, quoi. Exactement. Ok. Ben, écoute, je crois qu'on a fait le tour des questions. Je te remercie en tout cas pour ce partage d'expérience. Je pense que c'était important pour eux d'avoir un retour aussi concret. Et puis, je te dis à très bientôt. Je te souhaite une bonne soirée. Merci, bon courage à tous. Merci beaucoup, merci Romain. Au revoir. Au revoir. Du coup, je relaisse la parole à Lucia et n'hésitez pas si vous avez besoin d'échanger avec des étudiants qui sont déjà partis à venir vers nous pour qu'on puisse voir si jamais il y a des profils qui sont déjà partis à l'étranger dans d'autres pays, en tout cas dans le pays que vous visez et qu'on les contacte pour voir s'ils sont d'accord pour échanger avec vous. Pour compléter tout ce qui est le discours sur le Canada et le Québec, en fait, il a parlé d'un organisme et l'organisme, c'est l'Office franco-québécois pour la jeunesse. L'acronyme, c'est OFQJ et en fait, il vous donne même la possibilité d'avoir des bourses pour faire des stages. Il va s'agir d'une bourse de 200 € par mois, donc c'est pas une bourse énorme, mais c'est quand même un bon début pour votre déplacement au Québec. Sur le site, en fait, vous avez les différents programmes qui sont soutenus par l'OFQJ et il y a même la possibilité de partir en stage. Si vous arrivez à trouver un stage par le biais de l'Office franco-québécois pour la jeunesse, il y a même tout un accompagnement qui est prévu par les salariés de l'OFQJ qui vous aident dans les démarches administratives, qui vous aident dans tout ce qui est la demande de visa. Quelqu'un a abordé même la question du PVT. Il ne faut pas faire la démarche d'un PVT que c'est le permis vacances-travail pour un départ en stage, parce que ce départ-là ne va pas être validé par votre école. Il s'agit en fait d'un visa qui va vous permettre de partir pour une durée de maximum 12 mois que vous pouvez renouveler une fois. Et en fait, vous êtes libre de voyager, de vous déplacer dans le pays et si vous en avez envie et si vous en avez besoin même de chercher un emploi à côté. Mais ce n'est pas le fait de devoir faire un stage qui va vous faire obtenir un PVT. Pour le Canada, tout ce qui est PVT est encore plus compliqué que pour les autres pays. Parce que il y a le fait qu'il y a un tirage au sort. Si pour tous les autres pays du PVT, les démarches sont très simples, il faut faire la démarche classique de demande d'un visa sur les sites officiels et vous avez accès après au dossier du PVT. Pour le Canada, il faut faire la demande, il y a un tirage au sort et ensuite vous pouvez avoir votre réponse. Si ça vous intéresse, le site, ça va être le site de PVTiste. Et c'est là en fait que vous avez une sorte de communauté. Bon, je t'enverrai le site où ils pourront faire toutes les démarches et vous pouvez même voir quelles sont les structures qui peuvent vous accueillir en termes d'hébergement. Si on revient sur les stages, au niveau d'Erasmus, vous avez plusieurs types d'opportunités de stage. Donc on va les défiler de façon un peu rapide, mais dans tous les cas, cette présentation-là, vous l'auriez et ça va vous permettre de retrouver les références des différents types de stages. Donc vous avez un premier type de stage Erasmus qui va vous permettre de faire un stage de 2 à 12 mois en entreprise. Le bon côté de ce stage Erasmus, vu qu'il s'agit d'un stage Erasmus+, c'est que vous pouvez même le faire à la fin de votre parcours d'études. Donc, si jamais vous n'arrivez pas à partir pour un stage là tout de suite, mais que vous arrivez à décrocher un stage à la dernière année de vos études, qui ensuite va s'enchaîner sur l'année que vous êtes déjà diplômé, vous pouvez quand même avoir accès à ce type d'aide.
Pour ce faire, il faut prendre contact avec vos référents parce qu'il va s'agir en fait d'un dossier Erasmus que l'école doit compléter et c'est l'école qui peut en fait valider votre demande et qui peut voir si la structure que vous avez visée elle peut être acceptée au niveau de votre départ en stage. Dans la même perspective, toujours dans le cadre d'Erasmus+, il y a la possibilité de partir pour une formation professionnelle. Ça va être reconnu, même chose comme un stage, et vous avez la possibilité, dans ce cas-là, d'aller que dans les pays européens. Dans le stage qu'on a vu tout à l'heure, il y avait même la possibilité d'aller dans tous les pays partenaires. Là, ça va rester vraiment que pour les pays européens et la durée, ça va être toujours de 2 mois à 12 mois. Les bourses Erasmus, dans le cadre de ce type de stage, ne vont jamais dépasser les 400 €. Donc après, la bourse que vous avez, elle est toujours balancée sur vos revenus. Toujours Erasmus, ça va être formation professionnelle et dans ce cas-là, vous pouvez la faire en fait sans limite d'âge et ça va être un dispositif qui est soutenu par Pôle emploi. Quelle est la différence entre cette bourse-là et la bourse qu'on a vue en formation professionnelle? Cette démarche-là, vous la faites quand vous avez terminé vos études et que vous cherchez quelque chose pour mettre en pratique les connaissances que vous avez gagnées pendant vos études. Il y aura dans ce cas-là la possibilité de partir pour un stage et Pôle emploi pourra vous accompagner. Il y a des avantages dans le fait d'être accompagné par Pôle emploi. Parce que si vous êtes au chômage, donc vous vous êtes déjà inscrit à Pôle emploi, que vous avez fait toutes les démarches et qu'ils vous ont attribué le chômage, vous pouvez maintenir l'indemnité du chômage et Pôle emploi vous donne aussi des aides pour votre déplacement à l'étranger et pour l'hébergement sur place. En plus, comme pour les étudiants Erasmus, vous auriez un cours de langue qui est sur une plateforme spécifique pendant toute la durée de votre séjour à l'étranger. Une fois que vous terminez les études, en fait, si vous ne rentrez pas tout de suite dans la vie active, il y a la possibilité de s'inscrire à Pôle emploi et si vous rentrez encore dans la limite d'âge, à la mission locale. Un dispositif qui est géré par Pôle emploi et la mission locale est le dispositif Once Upon a Time. En fait, vous avez la possibilité de choisir vous-même quel est le pays qui vous intéresse. Là, on va rester que sur des pays de l'Union européenne, on ne va jamais au-delà. C'est à vous en fait de choisir le pays. Pôle emploi ou la mission locale s'engage à vous trouver le stage pour vous. Donc, vous faites juste la démarche de faire votre dossier. Vous payez les frais de 300 € pour le dossier et les frais de 300 € pour la caution de l'hébergement que vous aurez sur place. Mais dans ce cas-là, vous êtes sûr de partir parce qu'il y aura l'engagement de la mission locale ou de Pôle emploi de vous faire partir. C'est un dispositif tout nouveau. C'est quelque chose qu'ils ont mis en place il y a 2 ans plus ou moins et vu qu'il y a eu l'arrêt Covid, donc on n'a pas eu de départ, il y a pas mal de liens que quand même Pôle emploi et la mission locale ont pu faire avec des entreprises à l'étranger et ça va être un stage vraiment très pratique. À vous après de bien cibler le domaine et le pays qui peut vous intéresser le plus. Comme on a vu qu'il existe l'Office franco-québécois pour la jeunesse, il y a un autre office spécifique qui est l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Donc la France a des accords en particulier avec cet office-là qui va vous permettre de partir en stage, de faire des séjours linguistiques, de chercher un emploi. Sur le site officiel de l'OFAGE, en fait, il faut s'identifier en tant que jeune adulte et ensuite vous avez la possibilité de faire une recherche par trouver un stage ou un emploi.
Donc vous avez, même chose, la possibilité de trier les offres, voir les domaines. Le plus de partir avec l'Office franco-allemand pour la jeunesse va être le fait que vous avez une prise en charge des tickets aller-retour, vous avez un cours de langue sur place et vous avez une préparation au départ. Donc même si vous n'avez pas le bon niveau de langue qui vous est demandé, parce que quand on part avec l'OFAGE, ça va être soit l'anglais, soit l'allemand qu'ils vont nous demander, il y a des cours qui vont vous permettre de gagner ces compétences-là. Et bien sûr, à la fin de votre stage, vous aurez même des certificats officiels qui vont vous permettre de valider les compétences que vous avez acquises pendant votre séjour à l'étranger. Si vous êtes intéressé par le fait d'avoir un stage sûr, comme on a vu qu'il y a des organismes avec lesquels on peut envoyer juste des candidatures spontanées, il y a des organismes qui peuvent vous accompagner dans tout ce qui est recherche de stage. Donc là, je vous ai fait une petite liste par rapport aux pays qui peuvent vous intéresser. Il y aura toujours des frais de dossier à prendre en charge par rapport aux pays qui vont être ciblés en fait. Il faut savoir que pour les pays en Europe, les frais de dossier ils vont être moins élevés que si on va au-delà de l'Europe. Le plus d'être accompagné par ce type d'organisme-là, ça va être déjà que vous êtes sûr d'avoir un stage dans une entreprise ou dans une structure associative fiable, que vous avez un interlocuteur et un intermédiaire toujours en France. Donc si jamais il y a un souci, vous avez quelqu'un en France qui peut vous aider soit à rentrer, soit à trouver un autre stage dans le même pays et dans le même domaine. On a vu que même la région Nouvelle-Aquitaine permet d'avoir des aides et il s'agit du dispositif bagage. Le site de la région Nouvelle-Aquitaine permet d'avoir accès aux différents types d'aides. Il faut dans ce cas-là juste rentrer des mots-clés, même chose, donc mettre stage post-bac pour vous et voir quels sont les types d'aides que la région Nouvelle-Aquitaine prévoit. À savoir, la région Nouvelle-Aquitaine a fait différents échelons d'aide par rapport au pays. Donc il y a un maximum 3 listes de pays sur lesquels vous pouvez un peu jouer sur quelle est la destination pour votre stage. Et l'aide maximale que la région Nouvelle-Aquitaine peut octroyer pour les stages ne va pas dépasser les 400 €. Si, comme je vous ai dit au tout début, on a l'aide de la région Nouvelle-Aquitaine, on ne peut pas avoir l'aide Erasmus. C'est pour ça que la région même prévoit l'aide Erasmus+, stage infra-bac et post-bac. C'est en fait, il cumule un peu l'aide Erasmus plus l'aide forfaitaire de 80 € par semaine que la région Nouvelle-Aquitaine prévoit pour tous les types de stages qu'on fait à l'étranger. Vu qu'on peut faire un stage même en tant que demandeur d'emploi, une fois qu'on termine les études, la région Nouvelle-Aquitaine va vous accompagner même dans ce sens-là. Et donc, ils vont vous permettre de demander des bourses de stage jusqu'à 30 ans. Il faudra juste être inscrit à Pôle emploi. Et ça va être avec votre conseiller Pôle emploi le fait de faire les démarches pratiques de comment trouver le stage, cibler quels sont les pays, cibler quels sont les domaines qui vous intéressent et ensuite la région vous accompagne dans tout ce qui est même recherche d'un hébergement sur place et si nécessaire même cours de langue. Le dernier qui va vous intéresser, donc, c'était la bourse de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. On sait tous que suite à la Covid-19, le fait de partir, ça devient de plus en plus compliqué. Donc, que ça soit dans le cadre des stages de l'OFQJ ou même dans le cadre des stages Erasmus, la nouveauté, c'est qu'on peut faire des stages même en dématérialisé ou en hybride. En hybride, ça veut dire que vous commencez votre stage en France et quand il y a la possibilité de partir, si la condition sanitaire le permet,
vous vous déplacez dans le pays de votre stage, mais au tout début, vous commencez en télétravail. Si le stage est rémunéré, même si vous faites un stage en télétravail, le stage va être rémunéré. La rémunération du stage va dépendre du pays. Donc, vous n'auriez pas toujours le même type de rémunération si vous faites un stage en Espagne, si vous faites un stage en Irlande, si vous faites un stage en Pologne. Ça va vraiment dépendre du niveau de vie du pays. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut considérer quand le stage va être rémunéré. On a fait un tour hyper rapide des opportunités de stage, mais sur la table qui est à l'entrée, vous avez des guides qui vont vous récapituler quels sont tous les dispositifs. Il y en a d'autres qu'on n'a pas vus. Il y aura même des dispositifs de volontariat et d'emploi. Avant de vous montrer les deux derniers sites, c'est très intéressant aussi de voir le portail EURES, donc toujours un portail qui est géré par la Commission européenne qui vous permet de retrouver des offres d'emploi et des offres de stage. Et en fait, jusqu'à l'âge de 30 ans, vous avez des aides un peu supplémentaires, on va dire, car il y a un programme spécifique qui est porté par Pôle emploi qui va vous permettre d'avoir une aide sur l'installation dans le pays que vous avez choisi, aide pour le transport et aide pour tout ce qui est même soutien linguistique, et donc l'accès à des cours ou l'accès à la plateforme en ligne où vous pouvez faire des cours même en dématérialisé. La recherche va pouvoir se faire soit à travers le fait de se connecter, de se créer un compte comme on a l'habitude de faire presque sur toutes les plateformes, soit même juste en tapant les mots-clés et en faisant un tri par rapport au pays. Dans ce cas-là, on reste toujours que dans le cadre des pays européens. Si vous êtes intéressé pour d'autres pays, en fait, même chose dans le style des candidatures spontanées, il faudra aller sur le site de Pôle emploi international et c'est là que par rapport au tri, aux mots-clés et aux domaines que vous ciblez, il y aura les différentes offres qui vont s'afficher. Un problème qui peut se poser pour regarder le fait d'avoir un CV qui va être reconnu partout, surtout quand vous allez dans des pays européens. C'est pour ça qu'il y a un site de référence que c'est le site Europass. Déjà, vous avez la possibilité de choisir quelle est la langue qui vous intéresse pour éditer votre CV et votre lettre de motivation aussi. Vous aurez déjà une mise en page dans la bonne langue, dans la langue que vous avez sélectionnée. Et ensuite, une fois que vous vous créez un compte, en fait, vous avez la possibilité de mettre à jour votre CV. L'avantage, c'est qu'il ne faut pas chaque fois rééditer son CV ou sa lettre de motivation, mais vous allez le retrouver en ligne et chaque fois, vous avez la possibilité de rajouter des compétences ou des formations que vous avez suivies et ça va être un modèle de CV qui va être accepté partout dans tous les pays européens car c'est homologué et ça a été un souhait en fait de l'Union européenne d'avoir un modèle unique. Sur le même site, vous avez l'onglet Travailler en Europe. C'est là, en fait, qu'il y a la possibilité, même chose, de faire une démarche pour trouver des stages ou de l'emploi. Ça va être à travers trouver en fait et c'est là que vous faites un tri et il y a des offres de stage. J'avais essayé cet après-midi de voir s'il y avait des offres de stage dans tous les domaines audiovisuels et il y en a. Donc n'hésitez pas à faire référence au site Europass et même Euroguidance pour tout ce qui est la recherche des offres qui concernent les pays plutôt européens dans ce cas-là. Les guides que vous retrouvez à l'entrée, vous pouvez les retrouver même sur notre site internet qui est Jeunes à Bordeaux. Donc vous avez l'onglet Nos brochures et documents sur l'Europe et c'est là que vous retrouvez le guide Destination Europe et un peu plus loin.
Donc vous retrouvez la partie en ligne et donc vous voyez qu'il y a les différents types de dispositifs, donc études, stages, emploi et volontariat. Vous, ça va vous concerner plutôt la partie stage et bon, pourquoi pas aussi la partie volontariat si votre école vous permet de valider un séjour de volontariat à l'étranger comme une période de stage. Ça, Aude, est-ce que vous le faites ou pas? Valider un volontariat comme une période de stage. Ouais, donc c'est à voir avec vous dans tous les cas. Il y a des écoles qui permettent de le faire et c'est un avantage car parfois c'est plus simple de trouver un volontariat que de trouver tout de suite un stage car si vous êtes volontaire dans des structures associatives. Donc il y a une plus large ouverture parfois. Et un autre document qui va être utile, c'est le guide que je vous ai ramené même sur faire un stage à l'étranger. Même chose, vous avez des pistes sur quelles sont les démarches à suivre, quels sont les délais même à respecter pour la recherche d'un stage à l'étranger. On reste sur minimum 6 mois entre recherche et préparation avant le départ. Pour votre départ pour un stage à l'étranger, donc il faut s'y prendre beaucoup à l'avance. Et vous avez après des sites par rapport à votre domaine de compétences en fait que vous pouvez consulter pour avoir des offres de référence. J'ai été très rapide sur les dispositifs de stage et il y en a beaucoup. Mais du coup, si vous êtes intéressé pour voir plus dans le détail quelle est l'offre ou même le dispositif qui va correspondre plus à votre cas, à votre situation au fait, si vous avez la possibilité d'avoir des bourses ou s'il y a d'autres types d'aides, vous pouvez prendre un rendez-vous sur le site SoMobilité. Ça va être très simple. Vous pouvez choisir d'avoir un rendez-vous dans les locaux du CRIJ. Donc, ça va être avec moi ou avec mon collègue ou sinon même en visio. Les deux possibilités restent ouvertes vu que là, c'est quand même un souhait parfois de rester sur des rendez-vous dématérialisés. Et en fait, à la fin de ce rendez-vous-là, vous avez des fiches dispositifs où tout est bien détaillé par rapport à quel est le type de mobilité, quelles sont les démarches à suivre, quels sont les délais même pour pouvoir partir dans ce cadre-là. Et vous avez même des offres concrètes par rapport au stage que vous voulez faire à l'étranger. Donc, c'est une piste à considérer aussi si vous avez envie, par exemple, de partir pour un stage cette année. Le plus tôt vous commencez les démarches et le mieux c'est car ça va vous avancer pas mal et ça va vous aider dans tout ce qui est un peu vie pratique même sur place. Je ne vais pas trop plus loin parce que je sais qu'on aurait dû terminer il y a 20 minutes. Mais donc j'espère que ça a été utile cette session un peu informative rapide. Mais vous aurez le support et ensuite je vous laisse mon adresse mail aussi. Comme ça, si vous avez des questions spécifiques, vous pouvez soit m'écrire, soit m'appeler.